Mais du coup, sur cette fameuse variante DIO2 qui améliore la conversion de T4 en T3, peut-être déjà faire une petite parenthèse sur l'importance centrale qu'a la thyroïde dans la régulation de notre métabolisme, la raison pour laquelle tu t'y intéresses à ce point-là, et l'intérêt que peut avoir cette meilleure conversion du T4 en T3. Mais la thyroïde, c'est une glande particulière. On peut pas la mettre sur le même rang que les autres glandes endocrines que tout le monde connaît, comme les glandes, enfin, tout le monde connaît. Les glandes surrénales sont un peu ignorées. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Bref, c'est surrénales, c'est des glandes qui sont au-dessus des reins, surrénales, mais qui n'ont rien à voir avec les reins. C'est une juxtaposition anatomique, pas physiologique. Mais on connaît mieux peut-être les ovaires et les testicules, ce genre de choses, ok? Donc, et figure-toi que tu me fais penser, cette remarque me fait penser à une discussion que j'ai eue, je crois que c'est lundi, il y a donc 2 jours, avec un médecin fonctionnel français, parisien, qui me demandait comment j'expliquais les irrégularités menstruelles avec des cycles trop courts ou trop longs, enfin des choses comme ça, dont beaucoup de patientes se plaignent et qu'on essaye d'aider. Et lui voyait ça très fort sous l'angle des hormones sexuelles. Pour lui, c'était menstruel, donc c'était les hormones sexuelles. Et il me demandait si je voyais un lien avec la thyroïde. Et lui, il mettait plutôt le lien avec la thyroïde partant de ces hormones sexuelles. J'ai dû lui rappeler, j'ai dit oui, mais minute. Les hormones thyroïdiennes ont des cibles, c'est-à-dire qu'elles ont des récepteurs qui sont intranucléaires d'ailleurs, donc il faut traverser la membrane cellulaire et la membrane du noyau. Mais les récepteurs à l'hormone thyroïdienne active, donc T3, la l'iothyronine dont on a parlé tout à l'heure, la T4 n'a aucune capacité de se lier à ces récepteurs. C'est pour ça que c'est quand même très important de faire le distinguo entre T4 et T3, ce qui semble-t-il a du mal à se faire en France en médecine allopathique classique. C'est bien beau de doser la T4, mais il faut peut-être se rendre compte que c'est la T3 qui agit et pas la T4. Donc, c'est bien de doser les deux. J'ai pas dit qu'il fallait pas s'occuper de la T4, qui est quand même la source principale, bien que la glande thyroïde fabrique quand même 20% de T3 et 80% de T4. Donc il y a quand même de la T3 qui est faite de novo par la thyroïde, mais 4 fois plus de T3 vient de l'activation de la T4, justement via l'enzyme DIO2 dont on parle, qui est déiodinase 2. Déiodinase, on enlève un iode, T4, 4 atomes d'iode, on enlève un iode par la déiodinase, boum, on se retrouve avec 3 atomes d'iode, T3. Et donc, ces récepteurs à la T3 se situent dans toutes les cellules du corps. David, nomme-moi une cellule quelque part dans le corps qui n'aurait pas de récepteur à la T3. Bon, je t'arrête tout de suite, il n'y en a pas. Je ne vais pas te laisser t'épuiser 20 minutes, il n'y en a pas. Et donc, évidemment, c'est la thyroïde et les dysfonctionnements thyroïdiens qui provoquent, entre autres causes, ces changements, ces perturbations dans les règles des femmes. Et ça va pas dans l'autre sens. Je lui ai dit, mais Laurent, est-ce qu'il y a des récepteurs aux hormones sexuelles, œstradiol ou progestérone, dans la thyroïde? Ben non. Est-ce qu'il y a des récepteurs aux hormones thyroïdiennes dans les ovaires et le reste des organes génitaux? Ben oui, puisqu'il y en a partout. Donc tu vois, tu peux pas snober un truc aussi important. C'est pour ça que, bon, moi j'aime bien la médecine nutritionnelle. C'est comme ça que j'ai donné hier une interview sur la nutrition fonctionnelle à un magazine liégeois qui s'intéresse. Bon, c'était sympa. Mais je dis, bon, attention, il n'y a pas que la nutrition. Hein, il faut aussi se préoccuper des hormones. Donc la médecine nutritionnelle, c'est bien beau, mais ça va aider énormément de gens, c'est absolument fondamental. Mais quid de ceux ou de celles
qui ont des problèmes, des déséquilibres hormonaux, endocriniens, etc., notamment thyroïdiens, mais pas que, hein, je suis pas obsédé, tout le monde n'a pas des problèmes thyroïdiens, mais c'est relativement courant. En plus, si tu veux, la glande thyroïde est la cible privilégiée de l'auto-immunité. Donc ça, c'est un énorme truc, ça. Hein. L'auto-immunité, c'est un fléau des temps modernes. Ça te parle, l'auto-immunité? Complètement. Parce que, bon, je crois que c'est la 4e cause de mort, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines, on est largement au-delà de 100 maladies auto-immunes, on peut en citer 2 ou 3, il y a la sclérose en plaques qui est bien connue, il y a des maladies auto-immunes absolument de tout, le foie, les poumons, enfin, de nouveau, c'est même du cartilage, chose que je ne savais pas jusqu'au jour où j'ai apparemment soigné et plutôt guéri une patiente qui souffrait d'une problématique auto-immune du cartilage qui me venait à Londres du Pakistan, et le prof d'UNIF qui l'avait en charge dans le nord du Pakistan, à Lahore, hein, pas si loin du K2 et consorts, elle a été beaucoup mieux, mais je ne savais pas, je n'étais pas au courant de cette maladie qu'elle présentait. Mais bon, la stratégie, si tu veux, anti-auto-immune est quand même un des grands piliers de la médecine fonctionnelle, notamment par la récupération d'un intestin fonctionnel, hein, lutter contre la perméabilité intestinale, contre la dysbiose, contre l'inflammation intestinale, typiquement enlever le gluten, etc. Mais donc, la maladie auto-immune la plus fréquente de loin, c'est la thyroïdite auto-immune. Aussi parce que la glande thyroïde est une glande très active. Donc, forcément, elle attire l'attention, elle attire la colère du système immunitaire de manière flagrante. Et il y a énormément surtout des hypothyroïdies, mais aussi des hyper, hein, ça va dans les deux sens. Bon, l'hypo étant beaucoup plus fréquente. Parfois, ça commence par de l'hyper très peu de temps, quelques semaines, et puis ça bascule en hypo après. Il faut pas oublier que ça peut parfois démarrer en hyper. Donc tout ça, évidemment, a de multiples facettes, mais toujours est-il que ce qu'il faut peut-être dire, en profiter pour dire aujourd'hui, parce que je crois que ça interpelle, c'est que l'immense majorité des cas d'hypothyroïdie, même quand on ne trouve pas d'auto-anticorps antithyroïdiens, sont d'origine auto-immune. Probablement plus de 90%. Okay, et si on s'amuse, c'est pas un amusement, mais si on prend la peine de faire des échographies thyroïdiennes et qu'on voit des glandes qui ont une altération de leur écostructure et qui ont un certain niveau d'hypotrophie, voire d'atrophie, eh bien, la cause principale et de loin de ça, c'est l'auto-immunité. Donc, pour toutes ces raisons, la thyroïde, c'est incontournable. Je regrette. Moi, j'aime bien les médecins nutritionnels. Ils font beaucoup de bien, mais dans les cas complexes, qui ne sont soulagés par rien ni personne, ben, je suis désolé, il faut quand même un peu aller indaguer du côté des hormones. Si j'essaie de faire des liens, donc cette variante DIO2 en réaction à l'augmentation de la quantité d'hydrates de carbone dans l'alimentation permet une meilleure conversion de T4 à T3, et en même temps, tu vois, je parlais de cette deuxième révolution qui a eu récemment avec les produits industriels, etc. Et donc notamment l'augmentation de la consommation de gluten, qui est un hydrate de carbone, enfin non, qui est une protéine, mais au final qu'on trouve beaucoup plus riche dans les céréales. Et ben quelque part favorise l'auto-immunité et donc peut-être une hypothyroïdrie. Et donc est-ce que la variante DIO2 serait une réponse de l'organisme déjà à ce moment-là pour permettre cette meilleure conversion et on va dire quelque part diminuer un petit peu les effets néfastes de cette hypothyroïdie? Bon, c'est tentant de tomber dans des simplifications, mais tu vas voir que c'est quand même vachement plus compliqué que ça. Bon, d'abord, pour cette histoire de gluten, là, je te suis, et je te rappelle qu'il y a un siècle, la principale culture céréalière, non, pas céréalière, pseudo-céréalière, parce que bon, disons, ce qu'on trouvait dans les champs il y a un siècle, en France,
de manière nettement dominante, c'était le sarrasin, qui est une pseudo-céréale, qui a l'air d'une céréale, mais qui n'en est pas une, et qui est en fait une graine, hein, puisque le sarrasin appartient à la famille de la rhubarbe. On trouvait nettement plus de sarrasin que de blé. Et aujourd'hui, c'est tout à fait inversé, sauf que maintenant, ça repart un peu vers le sarrasin, vu que la demande augmente. Enfin bon, tu peux regarder dans les champs, tu vas surtout voir du blé. Je trouve qu'ici, dans la région où j'habite, dans le nord du Luxembourg, il y a quand même pas mal de champs de sarrasin, mais il y a quand même toujours beaucoup plus de champs de blé. Donc, effectivement, c'est une évolution récente, explosion de la consommation de gluten, sans parler évidemment sur ce siècle de dérives génétiques, hein, avec des sélections et des tripotages du nombre de chromosomes, etc. Et bon, tout un tas de... En fait, c'est des organismes génétiquement modifiés, c'est des OGM, hein, ceux qu'on a comme blé aujourd'hui. Enfin, il y en a certains qui essaient de recultiver des variétés anciennes qui sont pas autant modifiées. Mais bref, il y a un truc énorme de ce côté-là qui fait que le problème du gluten est absolument majeur lui aussi. Et donc ça contribue à des hypothyroïdies, certes. Mais, tu vois, c'est là que, bon, la médecine, c'est quand même compliqué. La médecine fonctionnelle, encore plus. Ah, voilà mon chat Garfield. Famille est presque au complet. Il en manque un. Et donc, c'est un danger que de vouloir interpréter trop vite. Parce que c'est bien beau de convertir T4 en T3. David, toi qui es doté d'un QI et de gènes remarquables, on en parlera peut-être après, ce n'est jamais qu'une conversion. Parce que quand tu te retrouves avec un T3 de plus, qu'est-ce qui se passe avec ta T4? T'en as une de moins. Pourquoi est-ce que je dis un T3 et une T4? La thyroxine et oui, ben c'est juste. Parce que parfois j'ai des trucs, je vérifie. Donc, tu n'as pas créé de la matière, tu as activé un truc. Oui, mais tu as une cartouche de moins dans ton fusil mitrailleur. Tu vois? Donc, c'est pas nécessairement une bonne chose. D'ailleurs, on revient à notre paléogénomique. Je te dis, là, il y a des choses à réfléchir de manière vraiment intensive. Ce que j'ai conclu de ces publications, de ces recherches sur les données paléogénétiques du DIO2, c'est très, très contre-intuitif. C'est exactement le contraire de ce que tu commences à dire ici, parce que ces hommes du paléolithique, quelle que soit leur espèce. Ah oui, à propos, je voulais dire, mais je fais une très courte parenthèse, il y a quand même une enfant, une jeune femme, une ado peut-être, dont on sait pertinemment aujourd'hui qu'elle est issue du croisement de deux espèces. On a cet ADN-là, avec, je ne sais plus si c'est le père ou la mère, qui est, donc il y a un Denisova d'un côté, et je pense un Néandertal de l'autre. À confirmer. Mais donc, quand tu parles de rencontre, etc., bon là, on a the spécimen où il y a deux ADN humains différents combinés chez la même personne. On n'a qu'un cas, mais donc... avant de fermer cette parenthèse, je voulais dire, est-ce que tu comprends quand je te dis que l'État du Texas, en tout cas le Capitole du Texas, qui est dominé par les républicains, un peu extrémistes, comme on le sait au Texas, ils vont pas y arriver, je te rassure, mais ils veulent interdire les mariages interraciaux en 2023. Et là, c'est peut-être Sapiens, finalement, je ne sais plus. Enfin bon, revenons à ce qui est courant, c'est-à-dire Sapiens et Néandertal, ça s'est passé là où nous vivons, notamment beaucoup en France. La France a été centrale pour cette rencontre de
Néandertal qui occupait l'Europe depuis des centaines de milliers d'années, et Sapiens venait du Moyen-Orient, d'Afrique et du Moyen-Orient. Hein, il remontait de l'Afrique. Et Néandertal était blanc, il avait blanchi. Hein, vivant dans le Nord, sa peau s'était éclaircie, comme nous. Mais Sapiens, qui venait d'Afrique, était noir. Et aujourd'hui, en 2023, on veut interdire les mariages interraciaux aux États-Unis. Enfin, bon, moi, ça m'interpelle, mais on n'est pas là pour parler de politique, donc je referme cette parenthèse. Et donc, tous ces humains qui vivaient il y a 50 000 ans, appartenant à 3 espèces différentes, parce qu'on a aussi de l'ADN Denisova, eh bien, ils n'avaient aucun cette capacité de convertir. Mais pour revenir au Néandertal, c'était des surhommes. On sait aujourd'hui qu'un Néandertal bien foutu pesait 100 kilos de muscles. Il n'y a pas du gras là-dedans. Il mettait à bas les mammifères géants et très dangereux de l'époque, du style mammouth et autres, avec des saguets, des arcs et des flèches qui étaient apparus dans les quelques dizaines de milliers d'années précédentes. Je sais pas, tu vois le genre. Hein? Alors bon, ils étaient malins, ils faisaient des pièges, et les grosses bêtes tombaient dedans, là ils pouvaient les achever, etc. Fallait pas avoir peur et il fallait surtout être bien bâti. Donc, pour faire comprendre ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, et ça aujourd'hui je m'en sers, ça a changé ma pratique, c'est que dans le génotype qu'on appelle aujourd'hui homozygote variant pour le DIO2, mais qui est en réalité l'homozygote sauvage ancestral, qu'on appelle aujourd'hui variant, parce que parce qu'il est plus la norme. Voilà, si tu veux, la version qui active la conversion, j'ose pas parler de l'être ici, parce que selon les labos de génétique, ils ont une façon différente d'exprimer ça, donc ça va amener des confusions, mais ils ont la version activatrice, hein, qui domine aujourd'hui. En Europe, il y a plus de versions activatrices que la version ancestrale. Il y a 60% contre 40%. C'est pas vrai dans toutes les régions du monde. Mais bon, l'Europe a quand même été, elle est positionnée différemment. Tu sais que quand même le néolithique s'est quand même beaucoup développé à partir du Moyen-Orient vers l'Europe de l'Est et du Sud, etc. Donc, ça a probablement accéléré les choses. Mais cette version donc activatrice du gène domine aujourd'hui et n'existait pas il y a 50 000 ans. Donc, il y a eu une pression énorme de sélection en faveur de ce variant qu'on appelle aujourd'hui sauvage. Enfin, c'est un peu difficile, mais c'est quand même assez logique. Eh bien, cette activation, moi, je pensais encore il y a peu qu'elle était surtout motivée par le besoin de s'adapter à l'augmentation des hydrates de carbone dans la diète qui nous est tombée dessus en commençant par le Mésolithique, mais surtout au Néolithique pour des raisons évidentes. Ce sont ces fameux champs de culture de céréales et d'aliments glucidiques qui ont tout envahi. Mais en fait, je trouvais quand même que l'avantage sélectif pour une modification aussi rapide du génome, je trouvais ça un peu suspect. Et de toute façon, je tiquais, c'est la remarque que je viens de te faire, je tiquais parce que c'est bien beau de convertir T4 en T3, mais ça ne nous amène pas nécessairement, quand on tombe à court de T4, on fait quoi? Pour faire de la T3. Tu vois, c'est pas révolutionnaire. Et donc, l'impact pratique
dans mes traitements médicaux au jour d'aujourd'hui, donc depuis le mois d'août, enfin, il a fallu 3-4 mois pour que la pièce tombe, pour que je dise, mais non d'un chien, il y a quelque chose là, enfin, non d'un Goliath, il y a quelque chose là de tout à fait incroyable. Et donc, au jour d'aujourd'hui, les patients qui ont les 2 copies ancestrales de ce gène, je leur demande, ce que je ne faisais pas il y a 1 an, de manger high fat, low carb, parce que tous ces humains anciens, c'était des chasseurs, c'était des super carnivores, en tout cas, c'était des high fat, low carb. Il n'y avait pas du tout suffisamment de sources de féculents pour manger autre chose. Et donc, si tu veux, la subtilité consiste, en tout cas pour ce génotype-là, à ne pas avoir besoin de convertir. Ah oui, tu diminues ta consommation de glucides, tu n'as pas besoin de convertir autant. Et donc, plutôt que toujours, chez les hypothyroïdiens, toujours ajuster la T3, prendre un peu plus de T3, un peu moins, c'est trop peu, c'est très difficile à équilibrer. Vire-moi une grosse partie de tes glucides, de ta diète, et tu n'as plus besoin d'ajuster tout le temps ta T3 parce que c'était des surhommes, ça, là, à l'époque. Va, toi qui fais des Spartans, qu'est-ce que tu penses d'aller abattre des mammouths avec des sagayes avec 3 copains, hein? Dis-moi, David, ça te tente? Bah ouais, complètement. Je suis prêt. Ouais, toi, c'est toujours prêt. Enfin, sauf que toi, puisque tu me permets de le dire, sauf que toi, t'as le truc complètement convertissant. Donc toi, tu as les 2 copies modernes, on va dire, et aucune des 2 copies ancestrales. Donc ça ne te concerne pas, mais il y a 13% de la population qui a ce génotype, on va dire ancestral. Eh bien, j'ai déjà des retours cliniques. Ils s'en trouvent mieux de manger moins de glucides et davantage de graisse. Tu vois, c'est incroyable que des recherches sur de l'ADN de ces époques reculées, 15 000, 50 000 ans, nous donnent aujourd'hui des outils thérapeutiques pour aider les gens qui ont certains génotypes. Et 13% de la population, c'est pas rare, hein. Donc, c'est une partie intéressante de mes patients. Et donc, c'est clair que la génomique et que la paléogénomique méritaient ce prix Nobel. Mais les médecins s'interpellent, ils trouvaient ça ridicule à tel point que le journal du médecin belge, donc à Bruxelles, m'a demandé, sachant que je m'intéressais à ces sujets-là, de faire un article. Donc, il y a toute une page qui est parue il y a 1 mois dans le journal du médecin, où je d'ailleurs mis un lien sur mon profil Facebook, pour expliquer ce dont on est en train de discuter et dire, mais oui, non, mais c'est intéressant. Et puis alors, il n'y a pas que le DIO2. Il y a, tu parlais de l'évolution sur les 12 derniers milliers d'années. Il y a évidemment la capacité que beaucoup d'humains, surtout dans le nord de l'Europe, ont développée pour maintenir la sécrétion de lactase. Donc, c'est la tolérance au lactose qui est venue avec donc l'élevage et la possibilité. Est-ce que dans tes exploits physiques, est-ce que on te demande, moi je vais faire une Spartan moutonienne, hein, et je vais demander entre autres choses que tu chasses le mammouth avec un arc et des flèches. Et puis, éventuellement, peut-être de traire des femelles qui sont en train de récalcitrantes, de traire des mammifères sauvages qui viennent d'avoir une portée, tu vois, qui allaitent leurs petits, d'aller les traire pour te faire des laitages il y a 15 000 ans, avant qu'on domestique les animaux. Et donc, tu es en train de sous-entendre que dans notre évolution génétique, on ait perdu notre courage? Non, je crois que ce serait surinterprété, mais c'est quand même fascinant aussi. Ceci dit, bon voilà, encore un génotype qui est intéressant.
il y a une majorité de gens autour du bassin méditerranéen qui ne sont pas tolérants au lactose. Les populations asiatiques, africaines, etc. ne le sont a priori pas. C'est que dans le nord de l'Europe, où on a une majorité d'individus qui sont tolérants, mais il y a des surprises. Une de mes surprises favorites, c'est je crois qu'il est ostéopathe, si je me trompe, en plein Massif central, et je m'étais méfié. Je me suis dit, j'avais un daguet du côté paternel et maternel. Ce ne sont que des du Cantal, comment je m'appelle ça, des Cantaliens. Non, ça c'est peut-être un peu hasardeux. Bref, des gens originaires de la région. Des Auvergnats. Tu vois, autant qu'on sache. Des Auvergnats. Je savais bien que je loupais quelque chose là. Oui. Bon, donc des Auvergnats. Et tu te dirais, bon, ben voilà, ça doit être tolérant au lactose, cette population. Ah ben non, le pauvre, il a les deux copies du père et de la mère d'intolérance au lactose. Parce que dès qu'il y a une copie favorable, on est tolérant au lactose. Mais donc, pour ne pas l'être, il faut les deux copies, on va dire, d'intolérance. Et il les avait. Donc, il faut se méfier. Vous savez, il y a eu énormément de migrations et puis, bon, des voyages exotiques. Hein, et les voyages exotiques, évidemment, donnent lieu à des descendances tout aussi exotiques. Donc, je trouve tout ça fascinant. Je dois faire, bon, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avant d'oser faire une vidéo là-dessus, mais je dois faire une vidéo évidemment sur alors c'est plus récent, hein, donc c'est apparu il y a 7000 ans cette tolérance au lactose. Et donc le génome change constamment. Mais le moment est venu de te livrer ce scoop. Je me sens en état, en vibration positive pour te livrer ce scoop. J'ai amorcé il y a 5 minutes. Est-ce que tu veux que je livre ou pas? J'en rêve, après un tel teasing. Bon, j'ai dit il y a 5 minutes, ça me paraissait un peu trop beau pour être vrai, parce que c'était très bon pour mon autosatisfaction, en me disant, regarde, les changements alimentaires, des modifications dans l'équilibre des macronutriments, parce que c'est ça en fait les 3 grandes familles de macronutriments, les lipides, les glucides et les protéines. Hein, donc les graisses, les féculents, on va dire, les hydrates de carbone et les protéines. On parle jamais des protéines parce que elles ne doivent jamais être surabondantes. Donc le high protein diet, ça n'existe pas, on oublie tout de suite, c'est la merde. Pardon. Enfin, c'est plutôt ça quand même, surtout quand c'est des sachets de poudre, etc. Donc c'est toujours l'équilibre entre les lipides et les glucides et on joue avec ça. Les protéines viennent toujours attachées aux graisses, de toute façon. Hein. Toutes les sources de protéines, il y a des graisses dedans, et toutes les sources de graisses, il y a des protéines dedans. La seule exception à ça, c'est les légumineuses, où il n'y a pas de graisse, mais où souvent on met de l'huile dessus, comme dans le houmous, ou d'autres préparations. Mais bon, tous les exemples dans le monde végétal et dans le monde animal, les graisses et les protéines viennent ensemble. Quand on dit high fat, on n'a pas besoin de se préoccuper, il y a des protéines derrière. Mais je dis high fat, je dis pas high protein. Bon, ceci étant dit, donc l'équilibre des macronutriments, je pense que c'est absolument fondamental. Et donc moi j'étais tout fier, j'ai dit c'est tellement fondamental que ça a amené une modification radicale avec ces allèles, on va dire, favorisant la transformation de T4 en T3, qui ont pris le dessus dans une période ridiculement courte, 15 000 ans. C'était exceptionnel. On a trouvé 2 cas dans la grotte aux pigeons, un qui était hétérozygote et un qui était homozygote avec la version que tu as, la version moderne. 2 cas, il y a 15 000 ans. Et maintenant, vous êtes 60%. 87%, non. Vous êtes, non, tu m'as dit qu'il y avait 13% oui, des IO2 sauvages. Ça, c'est homozygote sauvage, mais... ah oui, il y a 2 variantes à chaque fois. Oui, il y a toujours, si tu veux, il y a... quand je dis 60%, c'est la totalité des allèles convertisseurs.
hein. Ok. Et donc, il y a toujours trois types. Il y a les hétérozygotes aussi qui brouillent un peu les calculs. Et on va en reparler, les hétérozygotes, dans un instant. Et donc, je me disais, c'est quand même une fameuse pression de sélection, la bouffe. Tu vois, c'était ça ma conclusion. Jusqu'à, il y a 2 semaines où, grâce d'ailleurs à... mais alors, où est-ce que j'ai mis ça enfin, bon, j'ai pas besoin de montrer le livre, mais Alain Andreu, qui est un très bon journaliste de santé qui vit dans des endroits merveilleux dans le Pacifique, en Polynésie française, si je me trompe, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement sur quelle île. Je lisais un article qu'il a écrit, très bel article d'ailleurs, sur comment faire face à l'obésité qui est extraordinairement prévalente dans cette région du monde. Hein. C'est dramatique d'ailleurs de voir à quel point les gens sont obèses et diabétiques par là, et donc ça l'interpelle, et donc il cherche des pistes. Il est aussi intéressé par la génomique. Et j'ai vu un appel là dans son article, j'ai tout de suite été fouillé, et j'ai trouvé un truc sidérant. Une publication que je ne connaissais pas, qui m'a fait découvrir, que j'ai évidemment maintenant téléchargé. Je compte faire une vidéo là-dessus, mais je te donne la primeur, tu la mérites largement. Tiens-toi bien, accroche-toi au bastingage. Une bonne étude avec un nombre très intéressant de cas montre que la mortalité du Covid est significativement plus faible. Alors, 3 propositions. Chez les homozygotes, on va dire ancestraux, chez les homozygotes modernes comme toi, ou chez les hétérozygotes, des IO2 hétérozygotes, une copie de chaque type, comme moi. Quel est le génotype qui a résisté nettement mieux au Covid? On parle ici de décès, on ne parle pas d'effets secondaires du Covid ou de Covid, on parle de décès. Laquelle? Bah, je dirais les ancestraux. Mais j'avais envie de voir tout et son contraire, mais en réalité, et c'est ça le scoop gigantesque, hein, ça me donne la chair de poule. Eh bien, ce sont les hétérozygotes. Merci, non, cessez les applaudissements, parce que je suis Le meilleur des deux hétérozygote. mondes. Alors, ça c'est surprenant. Et en réalité, apparemment, ça a trait à de meilleures défenses immunitaires antivirales. Et il est un fait que on sait que les hormones thyroïdiennes, c'est le magic bullet, hein, pour lutter contre les infections. Moi, quand j'ai un de mes patients qui a une pneumonie alarmante, je lui tape un peu de T3. En général, c'est plutôt miraculeux. Bon, surtout s'ils sont des gens qui ont un problème thyroïdien, parce que sinon, je n'irais pas me mêler de ça. Mais en tout cas, si c'est un terrain hypothyroïdien, c'est tout à fait miraculeux. Moi-même, quand je suis mal embarqué, je prends mon ascorbate de magnésium, bien entendu, qui solutionne la plupart des choses, mais quand ça commence à tourner mal, je me prends un petit incrément de T3, des toutes petites doses, hein, 1 ou 2 microgrammes, 2-3 fois par jour pour passer le mauvais jour. Le lendemain, je suis reparti. Donc, on sait que la T3 a cet avantage-là. Et si tu veux, je pense que selon la manière dont on réfléchit, les 2 versions homozygotes ont leurs désavantages. Les ancestraux parviennent pas à faire assez de T3 pour combattre le Covid, mais les modernes, comme toi, peut-être épuisent trop leur réserve de T4 en convertissant, ou que finalement, enfin bref, les extrêmes sont pas favorables. C'est l'hétérozygote qui est de loin le plus intéressant. Donc il est évident qu'à partir de... Enfin, je vais expliquer dans cette vidéo que je dois tourner, mais je m'échauffe ici, je te donne donc ce scoop. Il est évident que l'ère néolithique
non seulement amène la sédentarisation et donc l'agriculture et l'élevage, on en a parlé, c'est fascinant, mais ça amène aussi l'urbanisation et donc des concentrations humaines qu'il n'y avait pas du tout dans le temps. La pandémie Covid nous a appris que c'est dans les concentrations urbaines qu'on avait les plus gros problèmes parce que les gens sont amassés dans des endroits confinés, etc. Et d'ailleurs, bon, il y a quand même eu, je sais plus moi maintenant les chiffres, mais il y avait eu cette grand-messe de je ne sais quelle religion ou secte religieuse dans le nord-est de la France, et il y a eu des dizaines de morts parce que le Covid, c'était au tout début, a été transmis massivement je crois qu'ils étaient 2000, et bon, c'était quand même pas l'endroit où il fallait être. C'est peut-être pas non plus des gens très jeunes, etc. Donc, enfin, j'en sais rien, mais toujours est-il que ces concentrations humaines, bon, je vois mal une grand-messe de 2000 personnes avant la création des villes, hein, et des églises, on va dire. Enfin bref. Et donc, ce néolithique a amené cet énorme risque infectieux, hein, épidémique. Et de nouveau, là, je crois que là, vraiment, on a eu une accélération de la sélection du variant moderne, hein, comme tu le présentes. Mais il est vrai que quand je regarde mes statistiques sur près de 2000 cas, ce qui domine, c'est l'hétérozygote. Dans mes patients, il y a plus d'hétérozygotes que tout le reste réuni. Il y a plus d'hétérozygotes que d'homozygotes, un peu plus, 56%. Donc voilà. Alors, cette histoire rare dans la médecine, dans les connaissances médicales humaines, des génotypes hétérozygotes favorisants, c'est un phénomène rare. Il y a des exemples, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais j'en parlerai dans ma vidéo. Les maladies connues, mais bon, il y en a très peu. Alors, il y a surtout un exemple que je citerai. Ça a un nom, c'est connu, c'est un phénomène rare, mais qui est bien identifié. Et j'aime bien la manière dont on l'appelle en français, c'est de la superdominance des hétérozygotes. Superdominance. En anglais, ça s'appelle overdominance. Donc, c'est un phénomène connu que pour des raisons complexes qu'on observe, hein, parce qu'on ne peut pas les prévoir, à mon avis, on n'observe que, eh bien, ce sont les hétérozygotes qui s'en sortent. Et bon, parfois, c'est une question de vie ou de mort. Alors, bon, n'allons pas trop loin dans le médical. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que cette histoire de génotype, ça vaut quand même la peine de s'y intéresser. Tu ne crois pas? Bien sûr. Bien sûr.